Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine, la série Cogito s'intéressera à l'éducation entrepreneuriale à travers les recherches d'un doctorant en psychopédagogie. Ensuite, sujet ô combien préoccupant en Amérique du Nord, l'obésité. Une étudiante en pharmacie s'est intéressée à la perte de poids à la suite d'une opération à l'estomac. De quelle manière l'éducation entrepreneuriale aide-t-elle à l'apprentissage d'élèves du primaire et du secondaire? Mathias Pépin s'est posé cette question dans le cadre de son projet de recherche en psychopédagogie. Mon nom est Mathias Pépin, je suis étudiant au doctorat en psychopédagogie à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Mes recherches portent sur l'éducation entrepreneuriale au primaire et au secondaire, donc dans la scolarité de base des élèves. Plus précisément, je m'intéresse au développement de l'esprit d'entreprendre des élèves par opposition au développement de l'esprit d'entreprise. Qu'est-ce que c'est fondamentalement l'esprit d'entreprendre? C'est de faire en sorte qu'on veuille que les élèves deviennent plus entreprenants dans la vie en général. Là où l'esprit d'entreprise serait plus une volonté de former de futurs entrepreneurs. Donc mon créneau de recherche s'intéresse vraiment au développement de l'esprit d'élèves qui soient plus entreprenants dans la vie en général. Essentiellement, j'ai choisi ce sujet de recherche suite à un stage que j'ai effectué dans une école primaire publique de la région de Québec qui s'appelle l'école Cœur Vaillant et qui dispose de 2 sites, raison pour laquelle on la connaît sous le nom École des Cœurs Vaillants, parce qu'en fait, il y a 2 sites qui représentent la même école avec la même direction. Il s'est avéré que cette école était finalement une école communautaire entrepreneuriale, donc qui mettait en place une éducation à la fois partenariale et entrepreneuriale de l'éducation. Et j'ai vraiment été, je dirais, fasciné par cette organisation, cette manière différente de faire l'école, ce qui m'a donné l'envie de revenir au Québec pour faire ma maîtrise sur cette école en particulier. Je cherche des projets entrepreneuriaux qui sont en train de se faire pour pouvoir aller directement les observer, puisque ma méthode de recherche, ça s'appelle l'ethnographie, c'est-à-dire que je vais faire des observations directement dans les milieux de pratique pour voir concrètement ce qui se vit. Donc je ne cherche pas nécessairement à savoir ce que les gens disent de ce qu'ils font, mais je vais plutôt observer directement ce qu'ils font concrètement dans les milieux de pratique. Et ça ne m'empêche pas évidemment de faire aussi des entrevues pour compléter mes observations et donc aller chercher aussi ce qu'ils pensent par rapport à ce qu'ils font, mais ma méthode principale est vraiment l'observation. Ce qui me fascine, c'est vraiment de voir les élèves en action dans leur projet ou leur micro-entreprise à l'intérieur donc de l'école communautaire entrepreneuriale et de voir finalement quand on leur donne la liberté, l'espace pour se réaliser, ce qu'ils sont capables de faire dans ce type de projet. Pour l'instant, je me suis concentré sur les élèves de fin du primaire, donc entre 10 et 12 ans. Mais j'envisage au doctorat d'inclure des élèves de première, deuxième et troisième secondaire également pour un petit peu élargir mon éventail de participants. Un exemple de micro-entreprise serait la micropulperie que j'ai observée dans ma recherche de maîtrise. Une micropulperie, c'est quoi? C'est une micro-entreprise au sein de laquelle les élèves vont aller récolter le papier de brouillon dans toutes les classes de l'école et au terme d'une série de transformations, faire de ce papier de brouillon du papier recyclé. Et avec le papier recyclé, ils vont ensuite faire des produits finis, par exemple des cartes de souhait, qu'ils vont ensuite vendre à des parties prenantes extérieures à l'école en fonction de commandes qu'ils ont reçues. La micropulperie que j'ai observée est fondamentalement organisée de manière hiérarchique et assez segmentée en postes de travail. C'est d'ailleurs ces observations que j'ai faites dans cette micropulperie qui m'ont conduit aujourd'hui à m'informer plus avant
et à découvrir un courant qu'on appelle dans le monde anglophone l'Enterprise Education, qu'on pourrait assimiler un petit peu au développement de l'esprit d'entreprendre des élèves. Et dans ce mouvement-là, on va beaucoup moins faire la promotion des micro-entreprises comme une pratique pédagogique reliée à l'éducation entrepreneuriale. On va beaucoup plus parler de projets entrepreneuriaux qui sont basés sur une approche expérientielle de l'apprentissage. L'entrepreneuriat, c'est une nouveauté qui était issue de la réforme curriculaire des années 2000, où on a introduit l'entrepreneuriat dans le programme de formation à titre de domaine général de formation. C'est-à-dire que c'est un contenu transversal aux matières disciplinaires comme les maths et le français. Et à travers ces domaines généraux de formation, il y a vraiment une volonté de relier plus explicitement l'école avec la société. Okay? Donc l'entrepreneuriat fait vraiment partie de ces domaines généraux de formation. En 2004, donc quelques années après la réforme, le secrétariat à la jeunesse a mis en place ce qu'on appelle le défi de l'entrepreneuriat jeunesse, qui prône le développement d'une culture entrepreneuriale en milieu scolaire. Et cette notion de culture entrepreneuriale, on va la définir à travers un ensemble de caractéristiques, comme par exemple le leadership ou le sens de l'organisation, le sens des responsabilités. Ma problématique de doctorat se base sur l'idée qu'on ne peut pas définir uniquement l'esprit d'entreprendre par un ensemble de 12 ou 13 caractéristiques. Et donc, à travers la recherche de doctorat que je vais mener, que je suis en train de préparer, je cherche à revenir à l'essence de ce que signifie apprendre à s'entreprendre en milieu scolaire, qui, selon moi, il est plus intéressant de comprendre la notion d'esprit d'entreprendre comme un processus à travers lequel on va devoir passer. Et pour ce faire, je vais étudier des projets entrepreneuriaux et étudier finalement comment les jeunes s'entreprennent dans ces projets. C'est-à-dire comment ils font pour identifier un besoin dans la société, puis comment ils vont faire pour s'organiser pour réussir à répondre à ce besoin-là. Il y a très peu de spécialistes de l'éducation entrepreneuriale au primaire et au secondaire. Il y a des spécialistes de l'éducation entrepreneuriale au niveau postsecondaire, c'est-à-dire au collégial ou à l'université, mais il y en a très peu qui sont spécialistes vraiment pour le primaire et le secondaire, ce qui fait que mon sujet de recherche est un petit peu novateur et que dans cet esprit-là, ma recherche s'inscrit un petit peu dans une lignée un petit peu individuelle, je dirais, et non pas dans un projet institutionnel ou dans un groupe de recherche. Je dirais qu'il y a un attrait important de la part du gouvernement de faire la promotion d'une culture entrepreneuriale, surtout en milieu scolaire et même au-delà, je dirais, où on essaye de faciliter l'émergence de nouveaux entrepreneurs dans la société. Cela dit, c'est un peu vrai dans beaucoup de sociétés qu'on appelle post-industrielles, dans la mesure où la plupart de ces sociétés font face à un déficit entrepreneurial important et où on va donc tabler sur l'éducation primaire, secondaire, puis post-secondaire, pour essayer de favoriser l'émergence d'entrepreneurs. Cela étant dit, c'est bien important de rappeler que ma vision de l'éducation entrepreneuriale ne s'inscrit pas dans une logique d'un développement de plus d'entrepreneurs dans la société, mais bien dans la logique de développement de citoyens, de travailleurs qui soient plus entreprenants dans la vie en général. Pas seulement dans le contexte économique, mais aussi dans tout autre contexte comme la pratique de leurs responsabilités citoyennes, leur rapport à l'écologie, leur rapport à la solidarité, à la coopération, etc. La chose qui est sans doute la plus importante à dire par rapport à cette culture entrepreneuriale, même si c'est un terme que je n'aime pas nécessairement employer, je préfère parler d'esprit d'entreprendre des élèves, c'est leur grande motivation à faire la classe différemment dans les projets entrepreneuriaux. On voit bien que des élèves qui ont des difficultés, par exemple, dans un cadre scolaire plus strict, comme les cours magistraux, etc., ont une beaucoup plus grande motivation à aller dans les projets entrepreneuriaux et à s'y investir et à faire des apprentissages qu'ils n'auraient peut-être pas réussi à faire dans un contexte de classe beaucoup plus strict.
Dans le cadre de ma maîtrise, ma principale contribution, ça avait été très peu fait avant, ça a été vraiment de me rendre sur le terrain, observer une micro-entreprise qui est une micro-pulperie et de documenter ce qui s'y vit. Donc les tâches que les élèves ont à réaliser, comment ça s'organise, les rôles qu'il y a à assumer, les responsabilités, etc. Au doctorat, mon principal apport est pour le moment théorique, puisque je ne suis pas encore descendu sur le terrain à aller faire des observations, mais mon principal apport est d'avoir mis en évidence qu'on peut comprendre la culture entrepreneuriale de différentes manières et que cette notion de culture entrepreneuriale qui sert un petit peu de cheval de bataille au gouvernement et à toute une autre série d'organisations et d'institutions masque en fait des finalités distinctes d'éducation entrepreneuriale dont, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire des élèves qui soient plus entreprenants dans la vie en général d'un côté ou faire des futurs entrepreneurs de l'autre, ce qui devrait s'inscrire selon moi sur un continuum, c'est-à-dire qu'on devrait se focaliser sur l'esprit d'entreprendre des élèves au début de la scolarité, primaire, début du secondaire, et laisser la volonté de développer de futurs entrepreneurs plus tard dans la scolarité, fin du secondaire, cégep ou université. L'idée préconçue, évidemment, qui est la plus prégnante dans mon domaine, je dirais, c'est d'assimiler l'éducation entrepreneuriale directement à la volonté de former de futurs entrepreneurs. Alors qu'il y a bien d'autres idéologies qui pourraient être attribuées à cette volonté de développer l'éducation entrepreneuriale, comme celle que je défends, qui est celle qui consiste à vouloir développer des élèves qui sont plus entreprenants, et on peut être entreprenant dans bien d'autres aspects de sa vie que dans l'aspect économique. On peut faire des projets de type coopératif, des projets relatifs à l'écologie, des projets qui démontrent un engagement citoyen. Bref, il y a beaucoup d'autres manières de s'entreprendre que dans le domaine économique. Et en fait, on pourrait même dire que l'entrepreneur n'est qu'une catégorie de personnes entreprenantes dans une société. Et cette catégorie, c'est dans la dimension économique qui donne naissance souvent à une entreprise au final. L'éducation entrepreneuriale porte en elle la possibilité de développer des individus qui vont être plus entreprenants dans tous les aspects de leur vie, dont les aspects professionnels, évidemment, trajectoire professionnelle, mais aussi et surtout, je pense, dans la pratique de leurs responsabilités citoyennes. Et ça ne peut être que bénéfique pour une société de compter dans ses rangs des gens qui soient plus entreprenants dans tous ces divers domaines. L'obésité est vécue comme un fléau dans nos sociétés contemporaines. Audrey Auclair s'est intéressée en étudiant l'impact d'une chirurgie visant à réduire la taille de l'estomac. Mon nom est Audrey Auclair, j'effectue présentement une maîtrise en sciences pharmaceutiques à la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Et mon projet vise principalement à évaluer l'effet de la chirurgie bariatrique qui en fait en quelque sorte la chirurgie de l'obésité, sur la modification de la composition corporelle, c'est-à-dire la masse musculaire et la masse grasse. Mon projet de recherche porte principalement sur l'évaluation de la chirurgie bariatrique, sur la modulation au fil du temps de la composition corporelle. Alors, c'est-à-dire de la masse grasse et de la masse musculaire. Lorsque je parle de modulation au fil du temps, alors je suis les personnes après leur chirurgie bariatrique, 6 mois et 12 mois après la chirurgie, et ça me permet en quelque sorte de caractériser leur perte de poids. Mon projet de recherche est à l'intérieur de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, alors sous l'appellation de IUCPQ. Donc, c'est un projet qui vise à évaluer globalement l'impact de la chirurgie bariatrique sur la modification de la composition corporelle, la masse grasse et la masse musculaire. Et en fait, bien sûr, le projet de recherche dans un centre hospitalier veut souvent dire que ça va englober également plusieurs autres professionnels de la santé. Alors, il y a bien sûr mon plus grand collaborateur qui est mon directeur de maîtrise, le Dr Paul Poirier, qui est cardiologue à l'Institut, mais également toute l'équipe de chirurgie bariatrique, autant les chirurgiens, les infirmières et tous les autres là, travaillant à la réussite du projet.
La surspécialisation à l'IECPQ m'offre en fait un milieu là, unique en son genre. Alors principalement au niveau de la chirurgie bariatrique. C'est le seul centre dans la province, dans la région de Québec à offrir ce type de chirurgie bariatrique-là, qui m'offre en fait accès aux salles d'opération. J'ai une belle collaboration avec les chirurgiens aussi également, la clinique de chirurgie bariatrique, alors qui fait en sorte que c'est un milieu qui était très bien adapté là, pour mon projet de recherche. Qu'est-ce qui me fascine? Beaucoup de choses, je dirais, qu'est-ce qui me fascine. D'une part, il faut savoir un petit peu pour se mettre en contexte, l'obésité, on en entend beaucoup parler dans les médias. L'obésité, ça se définit globalement par un indice de masse corporelle qui en fait juste une proportion du poids par rapport à la taille de l'individu. On parle d'obésité, la définition en fait de l'obésité, c'est un IMC au-delà de 30. Ou parfois on peut même voir accumulation excessive de tissu adipeux. Donc c'est vraiment une définition qui est très vaste. Notre tissu adipeux, lorsqu'on va l'accumuler, on peut l'accumuler un petit peu partout au niveau du corps, tout dépendant de l'endroit où est-ce qu'on va l'accumuler. Les effets sur la condition de santé peuvent être dommageables. Donc, ça peut vraiment se situer un petit peu partout. Donc, c'est vraiment multifactoriel, peut causer plusieurs problèmes de santé. Alors moi, c'est un petit peu la complexité de l'obésité sévère sur les grands systèmes, donc le système cardiovasculaire, le système pulmonaire et également tout l'aspect un peu plus métabolique de la chose qui m'intéresse plus particulièrement. Je travaille avec 3 instruments en particulier. Le premier qui en fait une bioimpédance. Alors, la bioimpédance est un instrument qui nous permet de mesurer le poids, mais de façon plus détaillée. Alors, on obtient, oui, la mesure de notre poids, mais également la proportion de masse grasse qui comporte notre poids et également la proportion de masse maigre qui correspond à la fois aux muscles, à l'os et aux organes. Pour le deuxième appareil, alors il s'agit d'une tomodensitométrie. Souvent, l'appellation qu'on va utiliser, c'est un TACO. Donc, c'est un examen médical à rayon X qui ressemble en quelque sorte, il y a comme 2 sections. Première section, c'est comme un anneau qui peut ressembler à un beigne. Il y a un trou au milieu. Et l'autre section, c'est une table qui peut monter et descendre et qui peut s'insérer à l'intérieur de l'anneau. À partir de ce moment-là, au niveau de l'anneau, on retrouve des tubes à rayon X qui vont permettre d'acquérir des images de différents segments au niveau du corps. Pour ma part, pour mon projet, on a vraiment choisi des images au niveau des cuisses. Alors, une fois qu'on obtient les images du TACO, alors c'est une image de coupe transversale de nos 2 cuisses qui sont ensemble. 3 choses principalement que l'on peut distinguer. En blanc, c'est l'os. En gris pâle, c'est la masse musculaire et en gris plus foncé est le tissu adipeux. Alors avec l'image provenant du TACO, alors on peut distinguer globalement le tissu adipeux et le muscle. Par contre, il y a différents types de tissu adipeux. Ils se diffèrent principalement au niveau de la localisation. Okay? Donc on va obtenir également le tissu adipeux qui est sous-cutané, qui va se situer entre la peau et entre le muscle. Et également un tissu adipeux qui est dit profond, qui se dépose vraiment sous forme de stries graisseuses à l'intérieur du muscle. De plus, donc, qu'est-ce qui m'intéresse particulièrement avec l'obésité, puis qu'est-ce qui est très préoccupant pour la population, c'est qu'en fait, au Canada, alors c'est les catégories les plus sévères d'obésité où la prévalence augmente de façon plus importante. Donc, si on compare les données de 1974 aux alentours de 2005, alors au Canada, pour les gens ayant une obésité sévère, on a vu une augmentation de la prévalence de 300 %. Donc, c'est vraiment une situation qui est très importante, qui est très préoccupante, et d'autant plus puisque le seul traitement qui est disponible pour les gens ayant une obésité sévère est la chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique, en quelque sorte, donc c'est une intervention qui est chirurgicale, oui, qui va jumeler à la fois une modification au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin. Lorsqu'on parle de traitement qui est efficace pour traiter l'obésité, on veut, oui, une perte de poids, bien sûr, mais on veut aussi que cette perte de poids-là se maintienne à long terme et qu'elle ait également des effets bénéfiques sur la santé de l'individu qui a une obésité sévère. D'une part, la chirurgie bariatrique, il faut savoir qu'il y a des critères à respecter lorsqu'une personne va être candidat pour la chirurgie. Première chose, c'est des sujets qui ont besoin d'être au-delà de 18 ans. Okay? Donc, c'est vraiment un facteur qui est important pour ne pas limiter la croissance.
Et également, de façon générale, on va retrouver plus de femmes que d'hommes en chirurgie bariatrique. Je vous dirais la proportion, c'est 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. Alors, bien sûr, dans ma population à laquelle j'ai étudié pendant mon projet de maîtrise, j'ai à peu près 2 tiers de mes participants que c'est des femmes et le 1 tiers que c'est des hommes. La chirurgie bariatrique qui est pratiquée ici à l'IUCPQ va avoir 2 actions principalement. Donc, on va diminuer le bol alimentaire, donc on diminue le volume de l'estomac et également, on va aussi diminuer l'absorption des aliments, l'absorption qui est particulièrement faite au niveau du petit intestin. La chirurgie bariatrique qui est pratiquée à l'IUCPQ, c'est une chirurgie bariatrique qui est dite mixte. Alors, on va jumeler à la fois une restriction au niveau de l'estomac. Alors, on diminue le volume de l'estomac, on appelle ça une gastrectomie. Et également, on va faire une dérivation de l'aliment au niveau de l'intestin. Alors, grosso modo, habituellement, l'absorption de nos aliments se fait sur 5 mètres. OK? Et avec la chirurgie bariatrique, on va limiter l'absorption des aliments sur 1 mètre. Donc, c'est bien sûr, nos aliments vont être moins absorbés au niveau de l'organisme et c'est principalement les gras qui vont être moins absorbés, qui va faire en sorte qu'on va obtenir une perte de poids qui va être importante et également rapide. Le but de la chirurgie bariatrique, c'est de faire perdre du poids aux patients qui ont un poids beaucoup trop élevé et qui les rend malades. Donc, on va travailler sur le tube digestif. C'est par là qu'on va digérer et absorber les aliments qu'on prend en surplus. Au niveau de l'estomac, on enlève une partie, la partie gauche, qui s'étire facilement. Donc, en enlevant la partie gauche, on va rapetisser l'assiette. On va rapetisser la quantité d'aliments mangés. Au niveau du petit intestin, ce qu'on va faire, c'est qu'on n'enlèvera pas de petit intestin, on va en court-circuiter une partie, ce qui va diminuer la digestion et l'absorption de certains aliments, et principalement le gras. Ici, on a un estomac normal, avec une partie gauche qui s'étire beaucoup, et après la chirurgie, on va diminuer l'estomac, un estomac intelligent mais plus petit. Lorsqu'on parle de chirurgie bariatrique, on a une perte de poids qui est vraiment importante et rapide. Donc, si je fais référence à mon projet, à l'intérieur de 12 mois, on obtient globalement une perte de poids de 46 %. Alors, c'est quand même bien reconnu dans la littérature. Par contre, cette perte de poids-là est expliquée par quoi? Est-ce une diminution de notre masse grasse? Est-ce une diminution de notre masse musculaire? Alors, là est la question. Et également, là est l'intérêt du projet, puisqu'en quelque sorte, si on perd du muscle, bien, il faut voir un petit peu les proportions à laquelle notre perte de masse musculaire est expliquée et également notre perte de masse grasse peut être expliquée par la chirurgie. Par contre, il faut savoir que lorsqu'une personne demande pour la chirurgie, oui, il y a l'aspect qu'il y a un surplus de poids qui est important, hein, on ne se le cachera pas, mais il y a aussi l'aspect, on peut avoir la présence d'un surplus de poids qui est important, jumelé avec la présence de comorbidités. Qu'est-ce que c'est des comorbidités? En fait, c'est des problèmes de santé qui sont directement reliés au fait qu'ils ont un surplus de poids qui est important. On va parler ici, par exemple, de maladies cardiovasculaires, de maladies pulmonaires également, comme l'apnée du sommeil, et également de problèmes métaboliques comme le diabète de type 2. La prévention primaire, en quelque sorte, c'est on veut empêcher qu'un des problèmes de santé réapparaisse. Alors, on va utiliser l'activité physique dans le but de prévenir, par exemple, l'hypertension artérielle, si on peut dire une comorbidité, qui est en lien souvent avec l'obésité. Lorsqu'on parle de prévention secondaire, alors la maladie est déjà installée. Donc, lorsqu'on a un problème de santé qui est installé et on veut pratiquer de l'activité physique, c'est une bonne chose parce que l'activité physique a plusieurs effets bénéfiques. Par contre, c'est important de la prendre en considération puisqu'il y a un certain risque associé à la pratique de l'activité physique lorsqu'on a une présence quelconque d'un problème de santé. Les stéréotypes en lien avec mon domaine de recherche, oui, il y en a, c'est bien sûr, principalement lorsqu'on parle d'obésité sévère. Je fais simplement un exemple, on rencontre quelqu'un dans la rue qui a un poids qui est quand même important, 300 livres, 350 livres. Souvent, les gens vont avoir en l'idée « Ah, mon dos, il doit manger beaucoup, il fait pas beaucoup de sport ». Mais quand même, l'obésité sévère, je crois que ça va au-delà du fait de manger, de bouger. Il y a vraiment une condition psychologique associée au développement de l'obésité sévère.
Lorsqu'on les questionne davantage, il y a beaucoup d'aspects cachés en lien avec l'obésité sévère qui peut expliquer énormément le pourquoi ils sont rendus où est-ce qu'ils en sont rendus en ce moment. Le résultat au niveau de la masse musculaire, c'est vraiment un résultat qui m'a enchantée quand je l'ai vu, puisqu'en fait, je me suis dit, il se passe quelque chose et possiblement qu'on peut limiter la perte de masse musculaire après la chirurgie bariatrique. À court terme, bien sûr, mon projet, ça m'ouvre la porte vers mon projet de doctorat. Donc, ça a vraiment été un élément déterminant pour poursuivre vers les études au 3e cycle. À long terme, bien sûr, moi, mon plus grand souhait, c'est vraiment de développer un suivi systématique des patients en obésité sévère, soit avant la chirurgie, soit après la chirurgie, afin de leur offrir un suivi en activité physique. En obésité sévère, c'est important d'adapter l'activité physique. On doit personnaliser les exercices. Le kinésiologue est le meilleur professionnel pour faire ça. Enfin, on a une formation axée sur la santé. Et ils ont également beaucoup à obtenir de l'activité physique, autant au niveau, oui, on se sent mieux dans notre peau, mais également au niveau psychologique. Revoyez les 2 entrevues diffusées cette semaine ou découvrez les autres entrevues sur ulaval.tv. Prochainement, il sera question d'une maladie chronique nommée leishmaniose et d'interdisciplinarité dans les arts. Merci, au revoir.